Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Bienvenue dans cette session de l'axe normatif. Donc, on va commencer par une petite présentation de l'axe. On va ensuite passer à la présentation de l'ouvrage collectif African Continental Governance, Climatic Trends and Challenges to Agency. Et on va finalement passer à la présentation de plusieurs cas d'études de plusieurs personnes qui sont membres de l'Axe. Okay. Depuis plusieurs décennies, l'analyse des politiques publiques d'Afrique s'intéresse au transfert de normes et à la manière dont les modèles internationaux peuvent venir façonner les institutions du continent. Les études classiques sur la gouvernance africaine les études classiques sur la gouvernance africaine ont surtout mis en avant l'image de structures défaillantes, greffes qui ne prennent pas, ou d'États qui sont condamnés à une éternelle mise en conformité avec des standards extérieurs. Mais que se passe-t-il si on change de focale? Donc l'ouvrage African Continental. Non, pas l'ouvrage. C'est Jean-Noël qui fait l'introduction. Tu dois donner la parole à Jean-Noël. L'introduction. Non, l'ouvrage, ça. Donc, tu passes la parole. Donc, je passe la parole à Jean-Noël Ferrier qui va présenter l'ouvrage. Non, l'introduction de l'Axe. Présenter l'Axe. Qui va présenter l'Axe. Merci beaucoup. I think Jean-Noël is online. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement présenter la Jean-Noël is particularité. online. Ah, ok, ok, good. Vous m'entendez bien? Je vais rapidement présenter les particularités Il peut tout faire. de. Il peut tout faire, il peut parler, il peut partager. Est-ce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez On pas. ne vous entend pas. Même. Vous est muté. Mais voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Je vais. On C'est l'entend. bon? Le micro marche? Are you speaking? Mon micro est allumé. Mon micro est allumé. Vous n'entendez pas? Ah, ça, c'est embêtant. Est-ce que de son côté, il n'a pas de problème de micro? Est-ce que c'est comme ça très bien? Oui. Picture don't decide the question. Et là, vous m'entendez? Bah, si je parle, est-ce qu'on m'entend? Non. Oui. Je vais essayer. Someone doing home of. Je vais essayer. Oui, Yousra. Ah, voilà, c'est bon. On vous entend. Et vous avez perdu 2 minutes. Non, non, c'est 5 minutes. Vous m'entendez? Oui, Oui. Vous voulez qu'on partage la diapo ou pas? oui, on peut vous partager la Donc là, diapo. vous m'entendez mieux. Oui. Oui. Can we share the power? Yes. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, très bien. Euh, mais moi, je m'entends 2 fois. Et là? Et en fait, je n'aime pas tellement ma voix. Là, c'est mieux? Non, non, c'est pareil. Slide. Allez. So he's unable. Voilà. Là, ça marche mieux. Ah, super. Can we have the slides? Superbe.
Non, je vais essayer de rattraper le temps perdu. Donc, je vais m'auto-mutiler de 2 minutes de parole pour ne parler que 3 minutes, ou à peu près. L'idée est de présenter un axe qui est assez particulier parce que c'est un axe englobant We have the slides. dont l'idée fondamentale est de traiter de ce que l'on appelle l'épistémologie sociale. Par épistémologie sociale, on veut dire l'ensemble des cadres, des institutions, des relations et des interactions qui permettent de comprendre, de valider, d'apprécier positivement ou négativement la réalité. Et cela se marque essentiellement par des normes auxquelles on fait plus ou moins explicitement référence. D'un point de vue sociologique, nous avons ce qu'on appellerait une cognition morale. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, dans quelque situation que nous nous projetions, nous avons explicitement ou implicitement des références à des normes. Bon, c'est vrai par rapport à des normes qui sont des normes très connues comme les normes juridiques, mais c'est également vrai dans des normes qui ne sont pas nécessairement connues, mais qui sont des normes sur les manières de faire, de se comporter, sur ce qui est correct, sur ce qui n'est pas correct. Et d'une certaine manière, toutes nos activités humaines sont référées à des normes. Cette référence à des normes, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle n'est pas uniquement le caractère d'une vie professionnelle, elle est également le caractère de la vie ordinaire. Quand nous nous promenons dans la rue, nous faisons référence à des normes si nous traversons, si nous ne traversons pas, au bon endroit, si nous saluons, ne saluons pas les gens. Et il en est de même pour notre vie professionnelle, nous avons en permanence référence à des normes. Donc l'idée de départ, c'est que nous sommes toujours dans un cadre normatif et ce cadre normatif nous permet d'identifier les situations et d'agir à l'intérieur des situations. Et nous avons décidé de partir de ça parce que c'est une sorte de vue panoramique sur à peu près tout ce qui se passe. Aussi bien les activités scientifiques que les activités professionnelles et que les activités ordinaires. Il y a, si vous voulez, un principe de symétrie entre l'ensemble de ces activités. Et ce principe de symétrie entre ces activités, ça fait qu'avec un regard d'épistémologie sociale, un regard qui va chercher les normes sous-jacentes aux actions, et bien avec ce regard-là, on arrive à analyser un certain nombre la plupart des comportements, des attitudes qui font la vie sociale, et notamment, bien sûr, ce qui intéresse non pas au premier chef, mais grandement il pourra, tout ce qui tient compte de politiques publiques. Puisque le propre des politiques publiques, c'est que d'une certaine manière, elles sont fondées sur des normes, des standards, une métrique qui permet de savoir ce qu'il faut faire, d'évaluer ce qu'il faut faire, de considérer comment on doit le faire. Et ces normes, elles ont un autre caractère extrêmement intéressant. Elles sont différentes selon la position que l'on occupe dans l'espace social, selon l'activité que l'on fait. Et du coup, ces normes peuvent entrer en interaction et parfois en contradiction. Donc cela nous donne une approche très, très générale. À l'intérieur de cette approche d'épistémologie sociale, nous avons distingué 3 niveaux particulièrement intéressants qui forment un mécanisme et qui sont les communautés de pratique, les communautés épistémiques et également l'agentivité. Alors, connaître les communautés de pratique, c'est connaître ce qu'un certain nombre d'individus fabriquent ensemble pour produire quelque chose. C'est très pratique dans toute une série de domaines, on vous en donnera des exemples dans nos interventions. Les communautés épistémiques, entendues dans un sens bien précis d'un auteur qui s'appelle Haas, H-A-2-S, qui avait travaillé sur les communautés épistémiques dans les questions environnementales. Ces communautés épistémiques, elles permettent des chevauchements entre les pratiques des réseaux professionnels, les pratiques des réseaux scientifiques et les pratiques des autorités publiques.
Ce sont des moments de renversement où on passe d'une communauté de pratique à quelque chose de plus grand, de plus impliquant, qui est la communauté épistémique, où il y a un partage avec d'autres acteurs, et cela permet notamment de développer et de promouvoir des politiques publiques. Et tout cela, bien sûr, pour nous amener à comprendre l'agentivité des acteurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se débrouillent, comment est-ce qu'ils font pour produire quelque chose. Ceci nous donne, nous pensons, un instrument de base, un instrument assez solide, j'irais jusqu'à dire une sorte d'instrument robuste comme ces vieilles Lada tout-terrain qui pouvaient aller à peu près n'importe où, pour étudier toute une série de choses. Nous allons vous en donner un exemple avec les normativités africaines, l'ouvrage qui va être présenté juste après, mais également ce qui concerne l'environnement, ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les politiques publiques. Alors, le terme épistémique, épistémologie ne doit pas, normativité ne doit pas inquiéter. Il est simplement un des fondements de la sociologie, à savoir que nous agissons toujours à partir et à travers de cadres normatifs, y compris quand nous faisons de la science. Ce qui fait que nous pouvons également, et que nous nous sommes également intéressés à notre manière de faire de la science, et notamment à la manière de faire de l'interdisciplinarité, qui est précisément une manière de faire de la science à la jonction des mondes scientifiques et des mondes de la demande publique, puisque l'interdisciplinarité, c'est d'abord une réponse à la demande publique. Voilà, j'ai essayé d'être un peu court. Je rends la parole. Je crains d'avoir dépassé les 3 minutes dans lesquelles je voulais me limiter. Je vous prie de m'en excuser. Donc là, on va passer à la présentation de l'ouvrage collectif. L'ouvrage s'intitule African Continental Governance, Normative Trends and Agency Challenges. Donc, depuis plusieurs décennies, l'analyse des politiques publiques en Afrique s'intéresse aux institutions transférées et à la manière dont les modèles internationaux pour façonner les institutions du continent. Les études classiques sur la gouvernance africaine ont surtout mis en avant ces images de structures défaillantes, de grèves qui ne prennent pas, d'États qui ont été condamnés à une éternelle conformité avec les standards extérieurs. Mais qu'est-ce qui se passe si on change de local? C'est ce qu'on va voir avec cet ouvrage, qui est le fruit d'une coordination scientifique assurée par Jean-Noël Ferrier, Youssra Ablabé et Julien Durand-Santis, qui va venir prendre le contre-pied des consignes habituelles sur la passivité du continent et qui va mettre en lumière une réalité souvent reléguée au rang d'épiphénomène et qui est donc la capacité des institutions locales à négocier et à digérer les standards internationaux pour forger un régime transactionnel inédit. Donc, pour décortiquer ces mécanismes d'appropriation, notre session va s'organiser autour de 5 interventions successives de 6 minutes chacune. Donc, Youssra Ablabé ouvrira le bal avec une présentation de l'ouvrage. Ensuite, Jean-Noël Ferrier prendra le relais pour détailler le chapitre consacré à la normativité. Et donc, il viendra exposer le paradoxe d'un positivisme juridique qui, tout en étant un outil formel exogène, va servir de véhicule aux affirmations identitaires et remplacer les légitimités sacrées ou transcendantes par une simple validité procédurale. Zineb Lahamari lui succédera pour présenter le chapitre sur l'exemple sanitaire en mettant en lumière la manière dont les acteurs africains vont composer avec les injonctions de la santé globale pour tenter de structurer une souveraineté épidémiologique propre. Julien Durand-Santis poursuivra en restituant les principaux résultats de son article consacré au domaine sécuritaire, en mettant en lumière la tension entre la volonté des États africains de bâtir une architecture de sécurité autonome et la dépendance climatique persistante induite par les opérations de peacekeeping. Et enfin, Youssra Ablabé clôturera la série de restitutions avec une focalisation sur la sécurité alimentaire qui illustre la manière dont l'entrepreneuriat normatif de la société civile
et l'agroécologie en arme alternative face au paradigme technoproductiviste et hégémonique. Donc, sur les 45 minutes qui nous sont imparties, on consacrera les 10 dernières minutes à un échange avec la salle. Donc, pour cela, je vous cède la parole pour inaugurer la session. Merci. Can we move to the next slide? Oui, alors pour présenter l'ouvrage qu'on a diffusé, qui est en fait un des principes actuels de l'AXE, communauté épistémique et normativité. L'idée de l'ouvrage part du constat suivant, celui que le continent africain a été l'objet d'importants transferts normatifs nord-sud. Et ces normes, ça peut être des normes politiques, juridiques, administratives, sanitaires et autres. On fait l'objet, pour reprendre une notion chère à l'auteur indien Amitabh Chandra, d'une localisation, c'est-à-dire que non seulement elles ont été transformées, mais qu'elles ont été appropriées selon des interprétations locales et des intérêts locaux. Et en même temps, le continent africain, dans le processus de construction d'un appareil de gouvernance continentale, notamment via l'OUA, s'est approprié d'une manière qui lui est singulière. Contrairement à la CE des européennes, l'OUA a dès le début eu une unité politique, pas simplement économique. La plupart des organisations régionales jouent le sud économique. Et c'est un projet qui va couper tous les États africains indépendants et pas simplement certains sélectionnés, comme a été le processus de construction de l'Union européenne. Et donc, l'OUA, par exemple, marquait sa singularité dès le début, en fait d'avoir pris des décisions politiques très vite, comme l'intangibilité des frontières, héritée de la colonisation, qui a hérité un certain nombre de guerres par la suite. La gouvernance aujourd'hui continentale constitue entre un transfert d'égalité, un transfert de normes qui a été réinterprété, notamment des transferts de modèles normatifs onusiens et européens qui sont plus dominants et une agentivité propre. Le terme d'agentivité, ici agency, se réfère à la capacité autonome, pas simplement de résister à des normes, de négocier, mais surtout à la capacité de créer un récit propre, des normes propres, et aussi de les diffuser à l'échelle internationale. Or, cette agentivité a été, et la conséquence de cette invisibilisation a été notamment la production d'évaluations des politiques publiques internationales africaines qui répondent à des critères normatifs inventés et placent toujours ces mêmes politiques dans un rapport hiérarchisé, tout aussi normatif. On parlera alors d'État faillites sous la grille de l'État démocratique, d'instabilité monétaire sous la grille du système de Bretton Woods, de faible gouvernance selon la grille de ce que serait une bonne gouvernance, de sous-développement mais par rapport aux critères de la croissance, etc. Et donc, ce rapport macroéconomique et macropolitique a inscrit des trajectoires de gouvernance continentale africaine dans une position telle qu'on ne cherche plus à comprendre les particularités de fonctionnement de telle ou telle communauté, mais plus vite à évaluer leur position de réussite ou d'échec dans une grille de critères qui est prédéterminée, qui n'est pas questionnée. Et donc, dans le même ordre d'idée, les études institutionnelles qui portent aujourd'hui sur des aspects de la gouvernance continentale, quel que soit le sujet alimentaire, sanitaire, etc., seront tout aussi prescriptives et normatives. Et là aussi, on ne va pas chercher à comprendre qui est l'autre, mais comment il fonctionne, mais directement à l'évaluer. Il existe aujourd'hui une large littérature proposant des approches décentrées sur les relations internationales africaines et qui s'efforce de revisiter l'agentivité des acteurs étatiques et non étatiques dans la construction de ces normes de gouvernance continentale dans ces différents domaines, sécurité, santé, environnement, migration. Une petite partie de cette littérature s'intéresse à la notion d'agentivité du point de vue de différentes disciplines. Et notre objectif dans cet ouvrage a été de contribuer à ce débat, décentrer le débat, contribuer à cela en élargissant l'analyse de l'agentivité africaine dans la gouvernance continentale. Au début, c'est plus un sujet de de relations internationales, mais en élargissant à d'autres disciplines. Ce qui était le cas de ces littératures de ces disciplines. Et donc, le dénominateur commun entre les différents analyses, entre les différents chapitres proposés, c'était d'identifier le rôle des acteurs africains observés dans l'élaboration de cette gouvernance continentale en identifiant les communautés épistémiques et les processus normatifs par lesquels ces acteurs vont faire entendre leur voix.
Et on se posera la question, non pas de savoir si tel ou tel secteur de government a bien fait et devenu, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience telle qu'elle est observée. En termes de méthodologie, on fait très attention à ce que la littérature représente une pluralité de points de vue, tout aussi endogène qu'exogène, et une pluralité d'approches théoriques, qu'elles soient positivistes, mais aussi post-positivistes et donc critiques. Et donc, au final, deux questions principales ont guidé toutes les contributions de cette ouvrage. D'abord, comment conceptualiser les savoirs issus des communautés épisthémiques locales, et deuxièmement, comment identifier les dynamiques alternatives. Et donc, on le voit bien dans le sommaire. Chaque chapitre va aborder des aspects de cette gouvernance de manière sectorielle. Et il y aura des chapitres de début et de fin qui vont venir un petit peu donner corps à des contributions. L'idée était de faire de cet ouvrage un exemple de ce que serait un dialogue entre différentes disciplines à travers un cadre méthodologique et normatif. Donc, ça a énormément l'expérience qu'on a pu faire à travers cet ouvrage. Merci. Merci. Donc, je cède la parole. Je vais la parole à Gilles sur les normes politiques. Le chapitre. Pardon. Ah oui. Donc, je reprends la parole sur les questions de normativité. L'idée de ce chapitre s'inscrit dans une critique relativement générale des références à l'universel, au local et à l'identitaire. Parce que l'idée d'universel est en elle-même critiquable, elle est une catégorie située. Et j'ai voulu montrer à propos du droit positif à quel point c'était une catégorie qui ne nous permettait pas de comprendre grand-chose. Pourquoi? On avait développé deux paradoxes, le paradoxe du positivisme juridique et de l'affirmation identitaire. Le positivisme juridique est arrivé le positivisme juridique, ça consiste à considérer que la loi est un texte, que ce texte est une production humaine codifiée et que c'est l'ensemble de l'appareil judiciaire qui valide la pertinence de ce texte. C'est-à-dire que le texte n'est pas fondé transcendentalement par rapport à une référence intangible, une divinité ou la loi naturelle, mais il est valide par rapport aux procédures qui ont permis de le formaliser. Donc, d'une certaine manière, le fondement du droit positif, c'est le processus qu'il a mis en place. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est très pratique et qui était amené avec la colonisation et qui est resté après la colonisation. Alors, l'intérêt du droit positif, il est évident, c'est un droit codifié, hiérarchisé, formalisé, et ce droit permet finalement aux États de fonctionner. Il a été adopté par tous les États de l'ensemble de l'Union africaine se réfèrent à un droit positif qui soit d'origine de common law, influencé donc par le modèle britannique, ou d'origine civiliste, bien influencé par le modèle français. Et l'un des intérêts de ce droit, c'est précisément que apparemment, il est neutre et malléable. C'est-à-dire, il peut codifier absolument tout et son contraire, à condition de le faire de manière cohérente avec l'ensemble du corpus juridique, avec le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui le valide. Néanmoins, ce droit est souvent utilisé par les États, non pas simplement pour faire du droit, pour organiser la société, mais également pour affirmer des identités. Alors, il y a plusieurs moyens d'utiliser le droit pour façonner les identités.
il y en a quelques-unes qui sont quand même, qui se détachent quand même du groupe. Il y a premièrement tout ce qui a trait à la référence à l'islam ou à la référence à la moralité. La référence à l'islam, bon, on peut le voir dans des pays comme le Maroc, et ça porte notamment sur des questions comme l'héritage, l'inégalité de l'héritage des garçons, des hommes et des hommes et des femmes. Ça se voit également dans la répression des relations sexuelles en dehors du mariage. Et tout cela, il y a une référence identitaire, parce que quand effectivement vous interrogez la cause de cette normativité, elle renvoie à la volonté de faire prévaloir une identité. Il en est de même, je m'empresse de le dire, dans l'usage identitaire du droit, dans la loi française qui proscrit le port du voile dans certaines circonstances, c'est également une loi identitaire, puisque c'est un moyen de rappeler l'identité laïque, entre guillemets, de la France. Donc, le dispositif, il permet de faire effectivement beaucoup de choses. Mais il y a donc un petit paradoxe, malgré tout, qui est d'utiliser un droit d'origine extérieure pour marquer une identité qui vise malgré tout à se séparer de cette extériorité. C'est un premier paradoxe du droit positif, où finalement, il est accepté, bien que totalement externe aux sociétés dans lesquelles il s'applique. Je veux dire, c'est vraiment un des effets de la colonisation. Et comme également les habitudes et les pratiques des constitutions, ce sont des effets de la colonisation. Ah, je pense qu'on ne m'entend plus. Il vous reste, vous avez dépassé vos 5 minutes. Mon Dieu, alors il me reste une minute. Je vais tout dire en une minute, mais il y a un autre paradoxe extrêmement intéressant quand on dit qu'il est neutre et malléable, c'est qu'en même temps, en mettant l'identité dans le jeu du droit positif, on sépare l'identité de ses fondements traditionnels. Puisque ce qui finalement interdit une chose, prenons par exemple cas de l'inégalité devant l'héritage, c'est lié c'est lié à la charia, mais ça devient légal parce que c'est à l'intérieur euh, d'un code de type civiliste. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui fait l'autorité de l'inégalité devant l'héritage, l'aut- ce qui fait réellement son autorité, c'est le fait que c'était voté par le Parlement et que c'est une loi. Et d'une certaine manière, cette façon de procéder, dans un premier temps, elle avalise bien sûr les identités traditionnelles et les pratiques et les normes juridiques qui font référence à ces pratiques-là, mais en même temps, elle les détache de ce fondement intangible, puisque finalement, elles ne sont en pratique que l'effet d'un législateur humain et d'un système qui n'est en aucun cas lié à notre transcendance. Voilà. C'était le paradoxe sur lequel je voulais insister. On pourra en donner beaucoup d'exemples. Merci Merci pour beaucoup. ces séances très intéressantes. On poursuit immédiatement avec Lilian Jean-Six qui va nous exposer son chapitre des acteurs africains de sécurité dans les laboratoires des normes de permis. Merci. Merci. Et nous réunir service c'est donc c'est posé dans ce chapitre qui porte sur la sécurité dans le fonctionnement. L'objectif de ce chapitre, qui s'inscrit dans la sécurité, était de mettre en avant les difficultés rencontrées jusqu'au par la situation de la biologie, notamment ces sous-groupes africaines, et comprendre par le biais de la thématique de l'ouvrier,
comment cette donc cette ligne d'après, c'est une construire sur un environnement normatif, justement sur les normes, telles qu'elles ont été élaborées à la fois à l'échelle intellectuelle et à l'échelle. Ils sont donc depuis les début, non, depuis le chinois, de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, de la réaction de l'avance politique de la paix et de la sécurité progresse pays, aussi bien à l'issue des interventions de la progresse, à la doctrine, interprétation, solution. Autre facteur qui me complexe, c'est que l'opération africaine, parce que l'opération conjointe, qui est devenue centre-africaine, progresse depuis les années 2000. Dans des nombres sans fils, depuis avec des mandats très diversifiés. Un grand soutien à la solution de ces sujets. Encore, la lutte contre les processus écrits. Pourtant, le sens directif de cette gouvernance à l'attaque, il est conscient c'est bien une organisation dispose de l'objectif complexe qui est aujourd'hui, et pourtant, cette architecture, tellement semble une pourquoi? Principalement, c'est une réponse en partie parce que la gouvernance de la sécurité africaine reste encore tributaire d'une politique vis-à-vis des acteurs extérieurs. Et cette dépense, elle persiste tout en développant parallèle des outils conçus. Et donc, cette dépendance normative produit ce que moi je fais une situation extravertie, ça c'est le grand bien c'est force, c'est de sécurité, c'est un eh bien, les normes et encore difficilement appropriées par les acteurs africains créés par ces acteurs, elles ne produisent pas les capacités sous réflexion devant les faire suivre. Pour résumer, justement, dans la première partie de la structure de sécurité effectivement, il y a une communiste, l'utilisation de la force carrée, telle que nous présente. Cette ligne était liée à la nature de la chambre de Mula, qui ne remplissait pas un plan de violence militaire, car à des rejetés dans un pays. Donc, les fédérations nationales étaient pas comprises dans le cadre du. Ce principe de non-violence des une unité, une possibilité de faire et la représentation nationale. C'est la raison pour laquelle la problématique de la sensibilité et la plupart des acteurs de les acteurs extérieurs, qui soient boliviens, même acteurs extérieurs, France, ça c'est une situation forte. Discuter de dans un deuxième point, cette clause de non-injustice, cette phrase, le droit d'action signalisé, notamment quatre et donc, on est quelle situation a des droits de l'homme, de l'humanité, eh bien, on mobiliser parce que c'est la paix, soit là, et pourtant, on a des stations mais principalement des piments massifs, les seulement par les véhicules, d'autres régionales qui utilisent systématiquement de sécurité et développement. Les normes fabriquent la société soient soucieuses de reconstruire des terrains dans lesquels des crises graves, des guerres en mettant en œuvre que elles doivent favoriser le développement et au principal des acteurs voyant étant et les progrès, eh bien, la spécificité africaine vont continuer à être alimentée par des rares extérieures de compétition. Et donc, on confirme nous voulons se montrer principalement dans la relation sociale
c'est ce principe d'extraversion de distinction, notamment avant la surprise qui ont souvent peu logique, genre, soit logique, soit pissing, c'est la des étapes d'opération, là, dans ce point-là, si on est à la soit des opérations de mise de pour en fait un tissu, pour rester très. Et on peut ici, en fait, renoncer de la constitution. Donc, les opérations de paix deviennent un effet. Donc, une solution pour nous, là, favoriser la pays-bas, de donc, ça va super. Donc, pour terminer, parmi toutes ces initiatives d'africanisation qui sont réelles, c'est la gouvernance sécuritaire sur c'est l'invention de une logique, on pourrait dire, centripète d'appropriation, c'est-à-dire et en même temps, une logique sans recul d'extraversion. Ces normes continuent d'être maintenues d'une interprétation. Merci bien. Notre prochain intervenant qui est Isabelle Paris, qui va nous chapitre sur l'appropriation des concepts de cité mondiale. Alors, on a la question de cette chapitre plus tard, ils ont fait un travail depuis même la médecine de l'université avec les disciplines des spécialistes. Mais je dis que c'est très simple. On s'est dit que ça tire le spontanéité et qui vient par norme de cela. Et il est censé mesurer la douleur. C'est déterminé d'une expérience d'une expérience ce qui est intéressant, c'est là. Et nous avons nous avons il y a une étape épisthémique. Parce qu'il y a une distance qui se crée entre ce qui est censé s'étirer d'un fruit, qui est censé, qui est appliqué par. Et également, une totale, une passion, une passion. Ça peut être une passion. Les systèmes sexuels avec une belle chose. Et nous avons construit, retranscrit toutes les séquences de séparation. Et ils nous montrent c'est ils nous montrent ce qui va ce qu'on appelle avec les collègues, c'est bien la réelle de la hystérie. Donc, c'est pour ça que je sais ce terrain. Je vais se donner donc à ce terrain. On se rend compte que c'est un qui s'est séparé, ce qui prétend isoler. Et il y a donc un décalage. Et en voie de l'injustice, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'injustice qui est avec mais c'est linguistique également. De l'autre manière, prendre la lutte, les termes de c'est les mathématiques généralement de prendre les etc. Donc, comme le tout, c'est l'expérience générale de ce que je voulais. C'est ce qui permet précisément par la possibilité. Un candidat ne va pas mesurer le fois de manière exhaustive. Ce n'est pas une mesure exhaustive, c'est une mesure du même mécanisme. De ce que j'ai fait de manière extrêmement présente et énormément simplement la déperdition si. Alors, j'ai décidé de
Et donc, au lieu de décrire la situation sanitaire globale sur les conditions du secteur d'intelligibilité, et également c'est exagéré, circulaire, puisque c'est des mais aussi c'est quel type de sanitaire parlementaire, quels exemples également comme réalité sanitaire, puisqu'également c'est très intéressant, mais le processus d'assimilation soit intéressant. Et c'est la seule question. Je me fais en conséquence des débats sur le site. Je vais apporter d'abord comme un système d'adoption, bien sûr, la nouvelle. Parce que l'électricité, c'est pas un système international. Je le décris principalement plus basique. Il fallait originer dans le réalité, on a un système national. Il y avait le généalogie l'utilisation du mécanisme. Oui, c'est que c'est possible. C'est un calcul très intéressant. Ce qui est vraiment de page, comme une spéciale personne, psychologique. Tu peux en bref, il y a un phénomène de complémentarité. En fait, il y a une considération des populations, c'est de c'est ça, c'est régulier, il y aura c'est une dégradation politique de la considération, la vérité, certains régions ce que vous allez faire des réalisations. C'est des réalisations et c'est ouvert. Donc, en fait, ce que j'ai appelé la définition ici, que je reprends une autre modélisation sur le global. Voilà, c'est très bien. Sur l'égalité de la vie, surtout dans la planète, je trouve principalement avec des mesures, c'est vraiment prévu, avec la globale. On a simplement spécifié cette déclaration avec des choses bien. Donc, si spécifié et beaucoup d'aller derrière, ce qui est en terrible. C'est vraiment de sens. C'est qui va nous présenter ce chapitre sur la sécurité alimentaire. Ok. Alors, selon les Nations Unies, le défi de la sécurité alimentaire est l'un des plus pressants et des plus problématiques, occidentales, dans la mesure où, selon ces mêmes chiffres, une personne sur 5 est considérée comme souffrante. Et d'après l'AFA, près de la population est une maladie. Partant de ce constat, de nombreux providers internationaux, États africains, se sont donnés comme objectif de non-sécurité alimentaire. Or, la définition de cette notion de sécurité, d'insécurité alimentaire, elle est très normative. Pour rédiger ce chapitre, j'ai analysé les définitions du terme dans la littérature institutionnelle mondiale. J'ai plusieurs formes. C'est ainsi de suite. Et pendant longtemps, et aujourd'hui, ça a tendance à changer, c'est documenté la sécurité alimentaire majoritairement de manière quantitative et macroéconomique autour de l'enjeu de la démographique, de la nécessité d'augmenter, de faire croître la disponibilité des quantités de nourriture accessible à la population et de ressources nutritionnelles considérées comme prioritaires, comme et dans cette lecture, on ignorait très souvent la dimension environnementale. Vous n'avez pas ignoré, mais on ignorait la dimension capitaliste endogène, c'est-à-dire des services de soulagement, des produits aussi. Et donc, cette définition normative du problème est le fait d'une communauté de pratiques spécifiques, composée majoritairement de l'industrie alimentaire, qui s'est constituée communauté c'est-à-dire une communauté de salariés qui va intégrer des ingénieurs, des experts,
Et donc, l'agentivité, la capacité de diffuser ces idées, a été bien illustrée par une porte de diffusion portée sur la diffusion de l'école. Et le début de séquence de ces idées, on n'est pas ce qu'est la sécurité alimentaire, a été de renforcer des programmes de développement qui vont soutenir la transformation de l'agriculture vers un système productiviste, mais aussi plus polluant. L'AGRA, Alliance for Green Revolution in Agriculture, qui a été lancée en 2006, initiée par Gates Foundation en partenariat avec le mondial et avec beaucoup de pays africains, va être un exemple illustratif de cette tendance à l'échelle mondiale et aussi on peut observer à l'échelle nationale. Or, on sait aujourd'hui des études qui montrent que l'AGRA a plutôt et la dénonce aux arraches. Elle a augmenté la baisse de la biodiversité, elle a accentué la marginalisation des semences anciennes, l'exclusion des plus vulnérables, elle a restitué également des soit tenir la promesse de la sécurité, de la souveraineté alimentaire. Et donc, on comprend que la définition du terme de langage, c'est principalement linguistique. Et dans les problèmes, vont être déterminants dans la manière dont on va cette solution concrète. C'est bien qu'on finira aisément à critiquer le faible impact de telle ou telle solution, à critiquer de la manière dont on a de définir, c'est-à-dire de dire tel pays n'a pas réussi à définir la modèle, par les on va aller dans sans questionner le principe de la définition de développement. On se pose alors la question d'avoir ici qu'il existait, il existe des communautés de pratiques dans l'Amérique qui ont proposé des lectures différentes et des solutions différentes au problème de la sécurité alimentaire et ces communautés de pratiques ont évolué en communauté civiles. Alors, une première cartographie a fait émerger une première série d'acteurs, parmi lesquels un certain nombre de réseaux paysans, de défenseurs de l'environnement, d'initiatives agroécologistes, de réseaux économiques, etc., qui proposent chaque des lectures critiques des révolutions adaptées au niveau global, comme à la sécurité alimentaire. Un exemple central dans ce jeu est celui de Alliance for Green, qui constitue une communauté civique émergente, qui est un nouvel exemple de réseau de réseau. Et ce réseau de réseau, basé en Ouganda, est lancé en 2008. C'est une quinzaine d'années. Va réunir des agriculteurs, chez ce pays, d'autres des choses aussi ici, et ainsi structurer des actions qui les donnaient les agricultures présidents ils ont l'environnement. Et le partage civil qui est observé pour la sécheresse a été particulièrement intéressant pour la suivi du système. Et c'est particulièrement intéressant dans la mesure où cette réponse a fait participer au choix de CSL, ça met en dénonçant l'utilisation d'un processus d'opérer et en appelant à une rupture de l'agriculture industrielle au profit de la société et de l'agroécologie. Et ce positionnement, c'est un projet d'initiative vers une institutionnelle qui a été la décision en 2021 de soutenir officiellement l'agriculture écologique, même si alors mais c'est un une part de la laïcité. Et dans ce cas d'étude, ce part de la laïcité n'a pas été une force et d'autres voies décisives dans l'ensemble des politiques agroalimentaires en Afrique. Mais notre objectif dans ce chapitre a été de montrer modestement comment se transforme les BCI. Et comment ces communautés, quelle sorte de stratégie elles forment pour avoir cette agenticité. Et ici, donc on voit clairement qu'il y a une sorte de mode d'action, de mise en circulation en translation et ensuite de politisation dans nos institutions. Un peu sur la nationale pour revenir à un autre local qui se va reste encore théorisé. Et oui, pour merci.
Merci. On dispose maintenant d'une dizaine de minutes pour échanger. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des pistes de réflexion à partager, la parole est à vous. Et merci au ministre. Merci à vous. Il y a une question. Oui. Merci à tous. Merci à Jean-Noël. J'ai une question parce que dans vos propos, je vous ai entendu parler d'Afrique, de continent africain. Et ma question est de savoir si, est-ce que pour vous, en termes d'épistémologie, l'Afrique est considérée comme une entité uniforme, quand ailleurs, on parle d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, comment vous définissez cette Afrique comme une et uniforme? Merci. Oui, merci, Nina. Dans le disciplinaire, dans les relations internationales, on va analyser plutôt les normes globales et comment elles sont diffusées selon des institutions continentales, qui aident à formuler aussi les intervalles continentaux. Et donc ici, lorsqu'on parle d'acteurs africains continentaux, on va parler de l'Union africaine, mais aussi d'organisations de plusieurs pays qui vont définir ensuite les feuilles de route. Mais aussi, on parle de programmes comme la FAO, qui aime aussi ne pas faire la distinction entre tel pays pour un programme local. Donc, formuler avec une définition de la sécurité alimentaire. Et ensuite, effectivement, les pouvoirs vont être déployés sur des pays différents, localisés. Et comme moi, je travaille sur les termes de blocage de ces feuilles de route occidentales globales, bien forcément, je les analyse d'un point de vue ici, évidemment, que c'est pas pour dire que le fric est homogène. Un mélange de c'est ça. Je ne parle pas si je vis des voyages internationaux et prendre ce risque. Plusieurs. C'est pas la même chose. C'est des acteurs internationaux. On met en place un principe de coordination, un principe de coordination. Celui-là, on est nouvelle. Sur le je pense que c'est faux. Sur le c'est une suite. Oui, et donc merci pour la remarque. Moi, je pense que c'est un commentaire, vu que dans cette Afrique, il y a quand même 54 pays reconnus par les, par les organismes internationaux. Peut-être qu'il nous revient à nous de mettre un petit bémol quand on s'exprime et quand on se présente, juste pour dire que malgré cette diversité, relever quand même cette diversité, cette particularité, le faire ressortir, je pense que ça pourrait aider à clarifier, à tirer l'attention sur cette diversité qui demeure. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, également, cette question, en fait, ça me tourne encore en fait, est-ce que vous avez c'est sur ça, la même connexion que ce qui était. Est-ce que ça expliquerait l'impact sur l'économie d'une façon générale de la règle évolue et expliquer aussi la disparité qu'il y a entre le qui est mort, presque sur la radius étant donné que normalement, tous ces pays dans les systèmes c'est le visibilité. Soit le super. Oui, de la même manière que dans les années 80, la police de glycémique, les discussions de Chine,
Le temps de la vie dans la vie, comme le soulignait, il y a une forme de prévention, c'est-à-dire que ça n'influe pas la même manière, mais ces dimensions macro-politiques, elles observent macroéconomiques, dans les décisions déorganisation de certains secteurs de l'économie et de l'appropriation d'objectifs productifs, que ce soit dans l'agriculture. Ces objectifs, c'est dynamique ou pas. Moi, je trouve que c'est un peu de les voir aussi d'un point de vue global, tout aussi bien que l'autre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est terrible. Oui, il y a eu quand même une évolution. Nous, quand on va à la sécurité, qui pour la solution, on pense disponibilité de l'allemand, accessibilité de l'allemand, on pense utilisation de la vie, et on pense stabilité de la vie dans l'espace local. Et de plus en plus, il y a deux définitions qui sont en train de s'adapter. Il s'agit de la durabilité. Donc, il prend en compte tout ce qui est pratique durable. Et puis, ça s'agit de la socialité qui prend en compte la vérification des origines. Et ça va pris un peu des aspects de solidarité. Donc, mais ça va mieux. Aujourd'hui, on va plus loin sur les sites. On va ici une personne nutritif, inclusif et résilient. Voilà, donc, je pense que c'est et mettre en compte les couches, c'est il va ça, lui dire en plus. Excusez-moi, en 5 minutes, je n'avais pas le temps de parler. Mais vous avez totalement raison. Dans l'histoire de la civilisation, c'est plutôt de la tradition civilisation. On jouait partout dans le monde. Dans une règle qui font un système dur, des mécanismes de durabilité, de développement durable. Pour le fait du plaidoyer de ces OSC qui se souhaitent agréer progressivement. Je fais ça aussi. En fait, c'est un mélange de tous ces forces et qui va comme le feu de la révolution définition. Et évidemment, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais très bien, dans la question de la sécurité aujourd'hui, plus la mais là, pas complètement tel que l'aurait défini ces autres que j'essayais de laisser sur l'emploi. C'est une sorte d'harmonie et on va mettre la spéciale qui tellement de vagues, il y a tout un paquet de gamme d'analyser qui font partie de la et qui est le fait de ces débats entre ces différentes communautés. Donc, c'est pas pour toi que la communauté de l'environnement avec le mal et le bien, etc. Mais c'est montrer qu'il y a plusieurs communautés en débat et que certaines, en effet, viennent vraiment de ces vies. Donc, l'idée est suffisamment discutée dans le système et qui convient de ce que disait. C'est plus modestement ce que je voulais. Je suis désolée, je vais mettre un bâton, je vais la mettre une minutes à la salle si ça passe, que les choses et ça.
Moi, c'est. Moi, je te fais. Ah oui, c'est moi qui le fais. Très bien. Donc, je vais vous aider très rapidement. Il y a sans la proposition sur le des déroulements qui ont été menés par notre équipe et nous avons commencé suite à des amis. Ok, je vais être très très brève. Donc, parallèlement à l'élection du courage collectif, on a dans l'équipe fait plusieurs études de terrain. C'est pas que ce sont les miennes, mais on va dire qu'il y a des pays dans lesquels les collègues d'autres collègues ont participé. Alors, l'un des terrains, c'est sur les OSC de l'environnement, leur capacité de production et d'analyse de leurs réseaux. Ces terrains sont effectués actuellement au niveau continental, mais aussi au niveau du Maroc plus précisément. Au niveau continental, notre objectif, c'est d'avoir de cartographie générale des OSC africaines actives dans le domaine de l'environnement et du changement climatique, mais plus précisément, celles qui ont une spécialité de préparation, qui vont toucher en tant que secrétaire de Nord et voir plus précisément si elles participent à des COP ou à des négociations, à toutes sortes de plaidoyers auprès de leur pays. Donc, on va essayer de les cartographier. À ce stade, on a identifié 165 sièges actifs, grâce notamment aussi à la collaboration du COSAC qui dispose d'un réseau. Puis ensuite, etc. On est parti en méthode boule de neige. Et puis, on a développé un questionnaire qui a été distribué sous l'organisme de 2004, qui a été présenté hier, mais également en ligne de ces OSC identifiés. Et à ce stade, le s'accordait questionnaire serait une table d'enquête qui est toujours l'idée étant la brèche de les cartographier, de savoir ce qu'elles font, et puis ensuite de voir comment quels sont les normes qu'elles utilisent, quelles arrêtent elles interviennent, faire du plaidoyer et quel type de réseau c'est possible. Donc ça, c'est le premier terrain. Et puis, un terrain plus spécifique au Maroc, avec le même objectif, mais aussi plus spécifiquement de produire une analyse différenciée sur les territoires. Donc là, on est aussi dans la définition territoriale. Et donc là, on a commencé par les régions de la et de Tanger cette recueillie. Alors, concernant on a fait deux études de terrain. Notamment, on a essayé de participer à un workshop organisé par les bailleurs avec des OSC environnementaux. Comme ça, déjà directement aux discussions et pour faire aussi l'observation participante. Et on a conduit une trentaine d'entretiens sur ces collectifs avec des OSC qui travaillent dans chaque donc, pourquoi l'innovation spécifiquement pour ces régions? La migration climatique est véritablement considérée comme une thématique importante d'adaptation des personnes au changement climatique, notamment les déplacements. On a créé une sorte de fiche ces OSC dans le cadre de ce travail de cartographie. Et puis, dans lesquels les 5 OSC qui ont fait ce véritable acte de la production normative. Et puis, par exemple, on se documentaire, institutionnel, et notamment des produits au niveau régional, tous les plans sectoriels des structures et la reproduction. Et puis, il y a eu un certain nombre de résultats à ce stade, comme des priorités qui ont été faites, qui sont des priorités régionales, comme la gestion des risques et catastrophes, la migration climatique ou la restauration du écosystème marin. Et enfin, pour cette région, on a également un training programme. L'idée, c'est de faire avec le WP4 un programme de formation qui aiderait ces OSC à avoir compétences sur le domaine du plaidoyer dans ce training programme. Ensuite, pour la région de Nimna-Knefra, les mêmes objectifs s'appliquent. On a fait un certain nombre d'études, de voyages de terrain, une trentaine d'entretiens, une revue de la littérature, et on a réussi aussi à aller plus loin. Donc, c'est une cartographie des risques, non seulement de ces OSC identifiés, mais comment elles interagissent avec les valeurs et avec les institutions stratégiques. Et donc, c'est là où on a créé une sorte de cartographie avec GEFI, et ça nous a
quelles étaient les régions, mais aussi voir quelles étaient les priorités régionales, l'écotourisme ou les déplacements internes, la désertification, aussi des apports de cette étude de terrain. Si vous me permettez, je vais vraiment faire une petite. Je vais retourner un peu cet endroit-là. Je vais vous mettre directement la parole ailleurs, parce que je pense qu'on est tous ceux qui a besoin. Également, de parler en fait de son travail. Jean-Noël, j'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai pris cette décision. Pardon, j'ai pas entendu. J'entends très mal en fait. Oui, non, mais j'ai pris la décision de faire passer ailleurs avant vous et avant mon terrain, il a mis 20 minutes. Je pense que compte tenu du temps, c'était qu'il y avait peut-être besoin d'avoir un autre public de son travail. D'accord. Ah, d'accord, il faut faire qu'il nous 5 minutes. Yes, please. No. Yes, yes, just one. Merci beaucoup, Zina. Donc, mes travaux de thèse portent sur la coproduction des catégories des personnes déplacées suite au réchauffement climatique, pour améliorer les migrants climatiques, déplacements écologiques, etc. Et donc, je vais m'atteler à analyser les arrêts communautaires qui offrent un laboratoire idéal, observer comment ça peut être sélectionné, réordonné ou neutralisé les politiques publiques. Donc, du coup, je me suis concentrée sur l'état d'avancée et la cartographie des acteurs. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'identifier la nature des réseaux militaires en évaluant leur capacité structurée de sous-communautés de pratique pour approcher une véritable communauté épistémique dotée d'une influence sur la société. Donc, je précise que c'est un travail en cours et qui partage des observations préliminaires. Le cas de gauche, c'est l'humanisation d'un réseau multimodal, la cartographie des acteurs, et l'objectif, c'est d'observer mathématiquement plus d'influence va sur être glissée par un style des rapports difficiles. Et donc, l'enregistrement de cette interaction, c'est-à-dire qui va citer qui, à quel moment, avec quel terme, ça va permettre de mesurer l'ascendant terminologique des communautés d'avant sur le vocabulaire qui va être utilisé par les élèves. Et donc, ce qui va révéler la mécanique de succès, d'échec et d'allégeance. Donc, je vais parler du terrain européen et plus pas tarder sur le terrain européen. Donc, au niveau du terrain européen, je vais analyser plusieurs éléments comme le Parlement européen, les expériences du Conseil de l'Europe, mais aussi des assemblées régionales, l'Assemblée nationale française, l'Assemblée belge. L'analyse du terrain européen, elle va vraiment documenter l'émergence de véritables communautés épistémiques. Et donc, en fait, je vais vous aider à un examen de la circulation des sessions, des citations, et ça, en fait, c'est un étonnement. Parce qu'en entendant la recherche, je m'attendais plutôt précisément à retrouver les figures les plus exposées dans l'espace public, cœur des productions et de la rédaction des textes. L'observation va révéler une dynamique. Si effectivement la personnalité très médiatisée et niveau scientifique vont servir en fait, il va plutôt solliciter leurs travaux pour venir dramatiser le constat ou légitimer une juste des points. Et donc, l'écriture de la loi va plutôt s'appuyer sur un portrait d'acteurs qui vont être très différents. Et ça va plutôt être des juges spécialisés qui vont vraiment structurer le sort du débat en ligne. On a l'exemple du pôle juridique qui a gravité autour de l'université de Limoges, qui illustre ce passage d'une communauté de pratique à une communauté épistémique. Comment ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, ils ont mis en place la règle de Limoges. Et donc, ils ont adapté leur laïcité pour éviter d'effrayer les États d'armes réfugiés, une standard qui est vraiment très chargée et qui va avoir une couverture des négociations sur la Constitution de Genève que les États n'ont pas forcément compte faire. Et donc, ces chercheurs-là ont modulé la catégorie qu'ils avaient proposée pour justement que ça soit plus accepté au niveau politique.
Et donc, l'apport décisif, il a résidé dans la rédaction d'un projet de convention internationale avec des solutions clés en main. Et donc, ces solutions ont été reprises telles quelles par une commission de l'Assemblée parlementaire du gouvernement. Et donc, c'est bien bizarre de la manière concrétiser la prime à la technicité du droit, où l'influence normative va vraiment venir appartenir à ceux qui maîtrisent la reproduction de la loi constitutionnelle. Et donc, cet exemple européen va venir réguler un peu la difficulté qu'on va avoir quand le monde américain. Donc là, je vais donc dépouiller les archives de l'institution avec la post-Covid, je vais analyser que les et donc, pour pouvoir réaliser que les élus vont récupérer massivement ces instruments de manière habituelle sous la diffusion. Donc, c'est-à-dire que la catégorie de migrants diplomatiques, elle ne va pas simplement émerger d'une réflexion habituelle. Et donc, on va pour ça des députés qui vont aborder la question de façon spontanée et de du tout coordonnée. On a aussi encore des députés du Nord qui vont s'exprimer comme Jean-Luc, qui peuvent directement traiter le vocabulaire actuel, ce qui révèle quand même une dépendance de l'épidémie manifeste. Et donc, je crois que vous pourriez pour expliquer la situation par une situation de communauté, de pratique, voire épidémie, voire un africain, voire un aspect épidémie. En fait, les rapports sur les diagnostics, ces constructions catégorielles vont être déséquilibrés. Donc, la recherche hydraulique, migration climatique, menée dans les territoires du Sud, avec un chiffre de tâches qui marque ce qui se fait au Nord. Ce qui va tendre à figer le consommateur africain en un référent très important climatique à surveiller, voire à réduire. Deuxièmement, on va avoir notre dans une logistique, on va avoir la réflexion des places. Puisque les parlements panaméricains ont possibilité de vous voyez, par exemple, et des contributions souvent aléatoires de leur gouvernement aussi et de l'Union européenne. On va aussi avoir l'éloignement géographique et le fait que, pour souvent notre siège, on va devoir multiplier les escales et les durées des groupes par an. Et troisièmement, on va avoir une distribution délibérative. En fait, la fréquence des rencontres physiques va limiter la création de véritable communauté de pratique parce que le Parlement américain se réunit uniquement 2 fois par an. Sans compter que le but est d'éviter une structure constitutionnelle institutionnalisée qui sont peu visibles et sous-expressées pour pouvoir que ce l'État a une norme qui l'aide. Donc, il y avait d'autres choses à dire. Pour juste à préciser qu'Alia Nouvelle est doctorante sur les actions des morts. Et c'est la première tutelle de thèse qu'on a renouvelée. Donc, c'est le premier exemple de tutelle pour voir. Voilà. Je ne sais pas si nous avons encore le temps. Oui, voilà. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour présenter les éléments de et est-ce qu'il y a encore un peu de temps ou pas? Il reste 5 minutes. Question. Juste, je passe simplement les slides. Ce qu'on avait prévu. On revient juste à la slide précédente. Oui, on avait prévu donc juste qu'il ne va pas faire la présentation du terrain de Jean-Noël Ferrier sur le parc naturel de Khnefara. Ensuite, and we had also, can you go again? The next one? Yes. And then, on avait aussi la présentation des terrains, mais c'est tous ces terrains partagés, donc c'est pas les terrains de chacun, mais c'est tous ces terrains dans lesquels on contribue tous en fait. Donc, je viens sur la question des management des risques et catastrophes et de sécurité environnementale, mais qui se fait sur les mêmes terrains. Le but, c'est de faire des terrains communs et des thématiques partagées. Et puis, il y a des terrains communs entre Zineb et Jean-Noël également. Next slide, please. Sur la présidence de l'hôpital, en fait, le rôle totalement informel de la communauté de pratique qui a géré véritablement la crise sanitaire en Europe, la gestion de l'État et la gestion sanitaire était informelle.
est totalement développé. Nous avons suivi ce choix. Et on a fait une comparaison spéculaire de 2020, 2021, 2022. Il y a eu une énorme décalage de ce que fait le ministère et ce que pratiquaient des infirmiers qui étaient sur le terrain. Et donc, pour conclure, next slide, please. Again, next slide. OK. Donc, pour conclure, je vais présenter les terrains théoriques et puis tant qu'il y a un lycée pour vraiment avoir les terrains. Mais pour conclure, l'idée dans cet axe maintenant, c'est de développer un cadre conceptuel qui nous permet de faire quel que soit le sujet. Et ce cadre conceptuel, il tournerait autour justement des concepts de communauté de pratique, donc les praticiens de qualité. Comment est-ce qu'on se un peu définir? Comment ces praticiens vont trouver là des idées, des définitions? Et ensuite, est-ce qu'il y a encore de la diversité, c'est-à-dire est-ce que ces communautés épistémiques qui vont diffuser des normes et des définitions dans les arènes internationales plus multiculturelles? Deuxième objectif, c'est de continuer donc, les études de terrain et de continuer à les poursuivre et d'aboutir sur des publications, sur des workshops, sur des formations et d'autres activités. Il y a un livre sur lequel on a presque finalisé un collectif sur les politiques environnementales en Afrique, la déréalisation qui est un chapitre sur France. C'est un livre qui est presque achevé. Et puis, un nouvel autour de la fin territoriale, impliquant des sujets liés et puis des conséquences territoriales sur les chiffres des flux alimentaires et autres. J'aurais aimé le présenter également cadre sessionnel. On avait donc 300, c'est très clair de sujets, on a dû compter dans notre pays. Donc j'espère que ça a permis d'avoir une idée de trouver au niveau de l'axe, nous avons présent les jeux et évidemment la discussion en continue. Merci beaucoup. We have 4 minutes left for Q&A. Yes. Merci, Aya. Moi, je suis effectivement gagner sans je sens que ça permet les différents des systémiques, des pratiques, pratiques, les intéressants. Parce que c'est sûrement payant, simple. Moi, je suis vraiment simplement sur bien en compte comme sur la difficulté à expliciter bien en fait ce que fait. C'est une évidence, expliciter une pratique. C'est ça, mais je trouve que c'est très dans le travail qu'on fait avec les gens comme nous, j'ai une question parce que je pense qu'il y a eu une réponse sur les activités à venir. La question au début, c'était dans le fond du livre, le diagnostic parce que pas un cadre conceptuel qui essaie d'exécuter que vous avez aussi. Mais je pense que dans la suite des activités, et fortement, je peux encourager à essayer de regarder parce que c'est des choses qui existent, qui sont dans plusieurs localités, en Afrique et ailleurs, et je pense que ça peut nous aider. Donc, c'est juste quelque chose. J'étais inspiré de parce que vous avez fait, c'était la même, donc, de demander constituer, c'est
Mais nous sommes en position de la commission qui est en relation avec ces musiques. Est-ce qu'on n'avait pas besoin c'est que les gens, les Français, qui s'y de voir les décisions, parce qu'ils sont, c'est bien qu'on fait là, en fait, le chinois, et donc, si on est là, jusqu'à l'autrice, une entreprise de jouer sur le symptôme, présente quelques moments, dans quelques maillots de film, de quelques pas, sur le symptôme. C'est une communauté de différentes qui est quelque chose, et juste une reconnexion pour le rêve de concevoir. Je pense qu'il y a un problème. C'est la manière dont on peut être unifiant. Le concept de communauté et puis piégeant. Parce qu'il élimine le conflit. Il éliminera. Il est toujours là. Le concept de communauté de Tomise, c'est-à-dire qui est plus d'émotion. Et donc, ça a été je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces communautés. C'est ça qui évacue. Il faut vraiment analyser leur qui permet aussi d'être il y a une réalisation de ces dispositifs. Il y a des appels. Après Cécile. C'est très bien vivant là. Je me dis, c'est le moment de passage de pratique, philosophique, etc. J'ai donc essayé de très fragmenté, pour l'impression. C'est un jeu. Parce qu'il y a des gens qui exécutent une chose. C'est ça. C'est ce processus. Avec justement, tu l'as dit à un moment donné que moi je fais l'occupation des communautés sens Oui. Et des coopératives subventionnées, etc. Quelque chose. Tout ça doit pas passer de négociations, lycée, c'est intéressant. Ça fait plusieurs en fait. Merci. Merci. Commencer à demander. Par exemple, plusieurs que le pas s'exprimer ou pas, c'est technique. La politique, C'est les piégeons aussi. là, ce que effectivement, parce que c'est une sorte de mise en place. Je ne sais pas ce que c'est ça. Bien, ce qui est très intéressant également à voir, parce que c'est très politique. Et en réalité, il n'y a pas de, il n'y a absolument pas, il y a très peu de côté. Par exemple, la base, ils vont parler avec les gens du bas, ils vont parler avec les gens du bas, sans les gens de gauche. Et les gens par exemple, des laïcs, qui sont les religieux, je sais que c'est des gens,
Oui, ils vont suivre les gens de l'histoire, ils vont suivre les pratiques, et ça va tous les pas les jamais sur les questions, Tu vois, juste à lui, ça, de D'abord, juste pour conclure, je suis contente que, en fait, les discussions fassent émerger des débats dynamiques quand on parle de ça. Parce qu'on peut aussi un soir, c'est une ce qui fait chacun. Mais on peut aussi revenir en termes de communauté. Et donc, la discussion continue. Et si vous avez des inputs, des idées, bah, à votre position et à vos réflexions. Combien un petit message interne, si vous voulez, donc on est ouvert à vous. Merci.